Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de la mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie génétique rare qui touche notamment les poumons. Assez récemment, le chanteur Grégory Lemarchal, atteint par cette maladie, lui a donné un certain élan médiatique. Alors, on va parler de cette maladie, et pour en parler, j'ai invité une experte du domaine. Manuela Lévesque, elle est chercheuse à l'université de Poitiers dans l'équipe TEAM, au sein du laboratoire STEAM. Alors Manuela, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la mucoviscidose? La mucoviscidose, c'est une maladie génétique autosomique récessive qui est due à une mutation dans le gène qui code pour la protéine CFTR. Ok. On peut reprendre les bases, hein, si ça te dérange pas? Vous savez sans doute que nos cellules contiennent 23 paires de chromosomes. Parmi eux, nous avons une paire de chromosomes sexuels X et Y, ou XX quand on n'a pas de peau. Les 22 autres paires sont des autosomes. Le fait que la mutation soit sur un chromosome non sexuel fait que les garçons, autant que les filles, peuvent avoir cette maladie. Alors pourquoi on a des paires de chromosomes? Tout simplement parce qu'on en a un qui vient du père et un qui vient de la mère. Une maladie génétique récessive signifie qu'il faut que l'anomalie soit portée par les deux chromosomes, celui venant de la mère et celui venant du père. C'est pour cette raison qu'il est possible que deux parents sains aient des enfants atteints de la mucoviscidose. Allez, petit cours de génétique. Prenons cet exemple où chaque parent possède un seul chromosome sur lequel il y a une anomalie. Il y a un risque sur deux que le père donne le chromosome anormal, et même chose pour la mère. Un risque sur deux. Autrement dit, il y a un risque sur 4 que l'enfant possède les deux chromosomes anormaux et soit donc malade. Du fait que cette maladie soit récessive, elle est donc relativement rare. En effet, la mucoviscidose est considérée comme une maladie rare car elle touche moins de 1 personne sur 2000. Néanmoins, la mucoviscidose est considérée comme la maladie génétique héréditaire grave la plus fréquente dans la population caucasienne. L'incidence de la maladie est de 1 cas sur 4600 naissances, mais on trouve de grosses disparités selon les régions. Par exemple, la Bretagne présente une incidence nettement plus élevée, avec 1 cas sur 3150. Mais je vous rassure, ça n'a absolument aucun rapport avec la consommation de bière. C'est vraisemblablement parce que la mutation est apparue il y a environ 4700 ans dans le nord-ouest de l'Europe. Au Royaume-Uni, quoi. Bon, ils boivent de la bière là-bas, c'est peut-être pour ça quand même, hein. En 2019, ce sont 7280 patients qui sont atteints par cette maladie en France et 4 à 5% de la population générale qui sont des porteurs sains. Tout à l'heure, tu nous as parlé du gène CFTR. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce gène? Avant de s'attaquer au gène CFTR, il faut qu'on discute un petit peu d'une fonction primordiale de nos muqueuses respiratoires. Les poumons ont une couche de cellules épithéliales qui produisent un mucus. Ce mucus est très important car il protège et humidifie les voies respiratoires. Les bactéries et autres poussières y sont emprisonnées et sont envoyées vers la sortie grâce à l'action des cils. On appelle ça la clairance mucociliaire. Ça c'est quand tout va bien, venons-en au gène CFTR. Le gène CFTR permet la fabrication d'une protéine qui porte le même nom. La protéine CFTR, c'est un canal ionique qui se situe au niveau de la membrane plasmique, notamment des cellules épithéliales bronchiques. Ce canal, il permet la sortie d'ions chlorure vers l'extérieur de la cellule, et ces ions sont très importants pour la fluidification du mucus. Lorsque le gène CFTR il est muté, la protéine CFTR elle va généralement être soit absente, soit non fonctionnelle. Du coup, les ions chlorure ne peuvent plus sortir. Dans ces cellules, il y a aussi un autre canal qui permet cette fois l'entrée des ions sodium. Il se trouve que le canal CFTR, il empêche la fonction de ce canal. Donc quand CFTR, il n'est plus là ou plus fonctionnel, le canal sodium, il marche à fond les ballons et il fait rentrer un maximum de sodium. Du coup, il y a beaucoup de sodium et de chlore dans la cellule et pour compenser, la cellule, elle fait rentrer de l'eau. Le mucus qui lui est à l'extérieur, il s'assèche et cela participe à son épaississement. Peu à peu, l'augmentation de la viscosité du mucus, elle va empêcher les cils de balayer les pathogènes et les autres toxines. Il s'ensuit une inflammation chronique et une difficulté à éliminer les infections. À long terme, cela entraîne la destruction des cellules pulmonaires, à l'origine du déclin des fonctions de l'organe, ce qui est la première cause de décès des patients. Donc, en résumé, l'anomalie de CFTR elle va conduire à la production d'un mucus visqueux, d'où le nom de mucoviscidose. On peut également l'appeler fibrose kystique en français, cystic fibrosis en anglais, ou encore fibrosi cystica en italien. Ouais, ok, en japonais ça donne quoi? Tu fais ta maline. Non mais tu fais ta maline.
L'atteinte pulmonaire est responsable de la majorité des décès liés à la mucoviscidose, mais d'autres organes sont touchés, en particulier le système digestif avec une atteinte du foie et du pancréas. Les malades souffrent donc souvent de malnutrition et doivent prendre des compléments alimentaires. Il peut aussi y avoir une atteinte des organes reproducteurs, aussi bien chez l'homme que chez la femme, ce qui conduit à une baisse de fertilité. Bien que mortelles, toutes les mucoviscidoses ne se valent pas. Ça dépend notamment du type de mutation du gène CFTR. À ce jour, plus de 2000 mutations ont été identifiées sur le gène CFTR. En particulier, la mutation F508del est présente chez plus de 80% des patients. On distingue 6 classes différentes de mutations. Dans la classe 1, CFTR n'est même pas produit dans la cellule. Dans la classe 2, il est produit mais incapable de rejoindre la membrane plasmique. Du coup, il est détruit. Donc pour les classes 1 et 2, le canal est totalement absent à la membrane. Concernant les classes 3, 4, 5 et 6, le canal est produit et il va à la membrane, mais soit en faible nombre, soit avec une activité plus faible. D'une manière générale, les classes 1 et 2 sont donc les plus sévères. Tiens, au fait, comment on fait pour dépister la maladie ? Pour la petite histoire, en 1948, à l'occasion d'une vague de chaleur à New York, il est observé un état de prostration chez les enfants atteints de la mucoviscidose. Ceci était dû à une importante perte en sel et à une mauvaise régulation de la température corporelle. Donc par la suite, il a été mis en évidence une teneur élevée en sel dans la sueur des enfants, et ceci est à l'origine du développement du premier test diagnostique de la mucoviscidose, le test de la sueur, et ce, dès 1959. Bon, depuis 2002, le dépistage de la mucoviscidose, il est effectué systématiquement à la naissance avec le test de Guthrie. Il consiste au dosage sanguin de la trypsine immunoréactive, une enzyme pancréatique qui est fortement augmentée en cas de mucoviscidose. Si le résultat est avéré positif, une étude complémentaire vise à identifier les mutations parmi les 30 mutations les plus courantes, et aussi un test de la sueur peut être réalisé en complément. Et une fois qu'on sait ça, est-ce que ça nous aide à guérir la maladie ? L'espérance de vie est passée de 5 ans en 1960 à plus de 50 ans aujourd'hui. En France, cette amélioration est principalement due au dépistage biochimique à la naissance, à la prise en charge très précoce donc des patients, mais aussi à leur suivi dans des structures adéquates, les CRCM, Centres de ressources et de compétences pour la mucoviscidose. Jusqu'il y a très peu de temps, les traitements, ils ont principalement cherché à soigner les symptômes de la maladie afin d'améliorer la qualité de vie des patients. Néanmoins, les traitements symptomatiques sont très contraignants. Ils reposent principalement au niveau pulmonaire sur de la kinésithérapie, des traitements inhalés, de l'antibiothérapie et aussi de l'oxygénothérapie, mais aussi des traitements à visée nutritive et digestive avec la prise d'extraits pancréatiques et des régimes alimentaires. Et enfin, la transplantation pulmonaire ou multi-organes est vraiment le traitement de dernier recours en cas d'insuffisance respiratoire grave. Mais depuis quelques années, le développement de nouveaux traitements ciblés visant à corriger la protéine CFTR a apporté de nouvelles espérances pour les patients. Néanmoins, à ce jour, ces traitements ne sont pas applicables aux mutations de classe 1, car ils nécessitent que la protéine soit préalablement produite. Parmi ces thérapies innovantes, on retrouve le Trikafta, qui a montré des résultats probants chez les patients ayant au moins une mutation F508del. Il a donc obtenu une autorisation de mise sur le marché sous son nom commercial, le Kaftrio. Ce médicament, il est composé de 3 molécules, 2 molécules correctrices, l'Elexacaftor et le Tezacaftor, dont le rôle est d'apporter la protéine CFTR à la membrane, et d'une molécule potentiatrice, l'Ivacaftor, dont le rôle est de maintenir le canal ouvert et donc de permettre sa fonctionnalité. Donc si ce traitement ne guérit pas les patients, il montre une amélioration nette de la capacité respiratoire des patients et aussi de nombreuses autres fonctions, permettant une nette amélioration de la qualité de vie des patients. Bonjour, aujourd'hui on m'a demandé de répondre à une question qui était: est-ce que ma vie a changé après la prise de Kaftrio? Alors oui et non. Non, parce que depuis tout petit, alors que j'ai 36 ans, j'ai toujours été motivé et j'ai toujours pensé dans ma vie avoir eu un traitement un jour qui pourra me rendre beaucoup mieux. Donc j'ai toujours fait énormément de sport depuis que j'étais tout petit. J'ai fait du badminton dès l'âge de 12 ans. En compétition, je n'ai jamais arrêté à part pendant mes études et les premières années de travail. J'ai recommencé il y a 5 ans. J'allais très très mal. J'étais à 20% de VMS et 1,6 litre de CVF. Donc c'était très très bas.
Le matin même de la prise du médicament, le 14 mai 2020, j'étais sous 2 litres d'oxygène, j'arrivais plus à me lever du canapé sans être essoufflé, pour un peu vous montrer ce que c'est. J'ai pris ce médicament-là, l'après-midi j'ai eu très mal au ventre. Pendant 4 heures, des maux de ventre, je ne comprenais pas ce qui se passait. Par contre, je n'ai plus du tout toussé, absolument plus. Plus d'exacerbation, plus rien, plus de mucus, plus rien du tout. À la prise du médicament même, c'était assez fulgurant. Le soir, j'ai dormi étonnamment très bien, sans douleur, sans essoufflement, je me suis endormi très vite. Ensuite, le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai l'impression d'être un surhomme. J'ai jamais eu des poumons comme ça, on dirait qu'ils étaient nettoyés. J'ai l'impression d'avoir dormi, de me lever, et je n'avais plus la muco. Ensuite, on a fait des examens. Au bout d'un mois, j'ai passé de 20% de VEMS à 56% de VEMS et une capacité vitale forcée de 1,6 litre à 3,6 litres. Chaque semaine, je prenais environ 1,5 kg. Voilà, j'ai fait ça pendant quasiment 10 semaines. Donc c'était énorme, je suis passé d'un poids de 46 kg à 60. Donc le changement est radical. Au niveau du sport, ça change complètement la donne. Je suis beaucoup moins essoufflé, j'arrive vraiment mieux à bouger. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire du sport et je transpire. Chose qu'avant j'arrivais jamais à faire, étant donné que j'avais pas de souffle, je n'arrivais pas à me mettre dans une situation où mon cœur battait assez vite et où j'arrivais à transpirer. Maintenant j'arrive de nouveau à transpirer. Donc ça peut paraître incroyable chez les gens, mais ça c'est pas possible quand on n'a pas de respiration de pouvoir transpirer. C'est quelque chose que je n'avais plus connu depuis l'âge de 15-16 ans, quoi. Donc ça c'était fou. Donc ouais, il y a eu quelques effets secondaires durant la prise de médicaments, durant les 4 premières semaines. Mais après c'est tout. Voilà, maintenant mon état est quasiment stable. Je ne prends plus de médicaments autres, plus d'A313, ni d'Ursolvan, ni d'azithromycine, ni de Toco 500. Voilà, plus rien. Mes seuls médicaments se limitent à Kaftrio le midi, 2 cachets, et Kalydeco le soir. Voilà, 1 cachet. Voilà, j'ai réduit tous mes médicaments. Je ne fais plus non plus de cure intraveineuse. Voilà, je n'ai plus rien. Alors je fais peut-être partie des rares patients chez qui le traitement a aussi bien marché. Je pense que ça a été complété par le fait que je fasse énormément de sport et que mes poumons étaient habitués à quand même travailler. Étant donné que je faisais beaucoup de kiné, à la fin j'étais arrivé à presque 6 heures de kiné par jour, en plus du sport et en plus des exacerbations. Donc voilà, c'est fou. J'ai qu'un mot à dire, c'est merci la recherche d'avoir permis un jour de vivre ça, et je suis content depuis tout petit de m'être dit qu'un jour je ferai tout pour avoir un médicament et qui me soigne, et je voulais surtout pas avoir de regret de ne pas m'être assez soigné pour ne pas en profiter à fond. Et aujourd'hui, le médicament, il agit comme jamais j'aurais pensé un jour dans ma vie vivre. Voilà. Merci. Vous l'avez compris, avec ce nouveau traitement, il y a une véritable rupture dans la prise en charge de cette maladie. Alors Steve est quelqu'un pour qui le traitement a particulièrement bien marché, mais il y a encore beaucoup d'inconnus sur ce traitement, et notamment sur son mode d'action. La recherche continue. Et justement, Manuela va nous parler de ses travaux de recherche. Elle travaille dans l'équipe du professeur Frédéric Beck du laboratoire STEAM, et son projet est financé par l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc l'objectif de mon projet au laboratoire, c'est de mieux comprendre le mécanisme d'action des 2 correcteurs qui sont dans le Trikafta, l'Elexacaftor d'une part et le Tezacaftor d'autre part. Donc personnellement, moi au laboratoire, je travaille sur des cellules épithéliales bronchiques qui sont porteuses de la mutation F508del. Donc ce que l'on sait dans ces cellules, c'est que la protéine CFTR, elle est mal conformée et que de ce fait, elle est retenue dans un compartiment que l'on appelle le réticulum endoplasmique. Cette rétention dans le réticulum endoplasmique, elle est due à d'autres protéines que l'on appelle des protéines de contrôle, qui vont avoir pour rôle de reconnaître les protéines mal conformées et de les séquestrer ou de les envoyer vers la dégradation. Et donc, on ne retrouvera pas de protéines CFTR à la membrane.
Lorsque les deux correcteurs, eux, l'Elexacaftor et le Tezacaftor, ils vont agir, ce que l'on sait, c'est que l'on va augmenter la proportion de CFTR à la membrane. Et donc, on va pouvoir avoir de nouveau des ions chlorure qui passent. Donc, on sait que ces correcteurs permettent de passer les points de contrôle, mais on ne sait pas du tout comment ça se passe entre le passage des points de contrôle et l'apport à la membrane. Les correcteurs, ils peuvent se fixer directement sur CFTR, mais ils peuvent aussi avoir d'autres cibles qui peuvent apporter des effets bénéfiques et aussi favoriser l'apport de CFTR à la membrane, mais qui peuvent potentiellement aussi avoir des effets néfastes et qui peuvent être aussi à l'origine des effets secondaires. Pour comprendre cela, une des approches que j'utilise, c'est le duolink. C'est une technique qui va permettre d'étudier l'interaction entre CFTR et une autre protéine grâce à l'utilisation d'anticorps spécifiques. Si les deux protéines, elles interagissent et qu'elles sont suffisamment proches, on va pouvoir les connecter grâce à une petite séquence d'ADN. Cette séquence, elle va alors pouvoir être amplifiée et révélée grâce à l'utilisation de sondes fluo. Tous les points rouges que vous voyez ici, ils correspondent donc à des endroits où les deux protéines interagissent. On fait l'expérience en présence et en absence des correcteurs et on voit ce que cela fait. Donc finalement, l'objectif de mon travail, c'est de mieux comprendre le mécanisme d'action de ces correcteurs pour pouvoir à terme développer des molécules qui pourraient être potentiellement plus efficaces ou occasionner moins d'effets secondaires. La recherche ne s'arrête donc pas, et je vous mets un lien en description si vous voulez faire un don à l'association Vaincre la mucoviscidose. Elle finance par exemple les travaux de Manuela. Et voilà. J'espère que ce format vous a plu. Merci beaucoup à Manuela d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Merci également à Steve pour la petite anecdote. Manuela connaissait Steve à travers son travail, c'est logique. Et en fait, donc elle me l'a présenté. Et le lendemain de la présentation, j'étais en train de regarder un match de Jeux paralympiques de badminton. D'ailleurs, on a un champion olympique, hein, Lucas Mazur. Et bah, qui j'entends aux commentaires? Steve. C'est rigolo, hein, comme le monde est petit. Bah, je sais que vous en foutez. Allez, ciao!